Nous allons commencer sur mieux confondre. Donc la conférence s'intitule Mieux confondre l'effondrement. Je ne sais pas s'il y avait beaucoup de monde qui était présent à la conférence d'introduction, parce que j'ai préparé quelques slides pour remettre. Donc la majorité des gens n'étaient pas là à la première conférence. Mais je vais quand même vous remettre je vais vous refaire quelques slides sur le. Alors, où nous en sommes aujourd'hui? Je vais pas. J'ai un peu vendre la peau de l'ours avant de. Les nouvelles sont mauvaises. Le principe d'un effondrement d'une société, c'est d'avoir un dépassement des limites, la capacité de dépasser ces limites, puisque la limite environnementale et la limite écologique n'est pas forcément un mur, on peut la pénétrer, et en la pénétrant, on peut détruire le capital écologique. C'est tout ce qu'on appelle l'empreinte écologique, les pertes de biodiversité, le changement climatique, etc. Donc, en franchissant la limite écologique, on peut détruire le capital écologique, et ce faisant, excusez-moi, et ce faisant, on provoque un effondrement. Alors, avec quoi est-ce qu'on franchit une limite physique, un franchissement de limite, c'est d'abord une activité physique. Une activité physique, elle est d'abord faite par de l'accès à l'énergie. Alors, l'accès à l'énergie, dans la société humaine occidentale, elle repose d'abord sur le gaz, le pétrole et le charbon. On appelle ça les hydrocarbures. En multipliant en fait notre accès à l'énergie par un facteur 100, il me semble, en fait on a multiplié notre activité physique planétaire d'un facteur 100. Et donc l'exemple que je pense, c'est exactement comme quand vous avez 2 enfants dans une maison. Ça va, si vous multipliez par 100 le nombre d'enfants, quand vous en avez 200, vous comprenez que la maison, elle vit beaucoup moins bien les choses. Alors, avec toute cette énergie primaire, on a fait plein de choses en fait. Donc, on a consommé énormément de ressources et on a dépassé toutes les limites environnementales. Donc, on s'est multiplié. Donc, la population mondiale qui a fait x4 en un siècle. On a consommé quasiment tout le tableau de Mendeleïev tout placé. Donc uniquement sur les métaux, on a fait x10 ou x15 en un siècle. La consommation de viande, la consommation de céréales, des coûts qui montent au ciel depuis un siècle ou deux, il y a que ça. Et avec toutes ces consommations de ressources, donc on a dépassé les limites. Donc ça, c'est l'étude, à mon avis, la plus complète sur les limites planétaires. Donc c'est une étude qui a connu la double publication Science et Nature. C'est quand même assez rigoureux. Pour ces scientifiques, le dépassement d'une seule de ces limites peut provoquer un effondrement à terme. Donc à terme, c'est plusieurs décennies, plusieurs siècles. On est dans des ordres de grandeur, que ce soit géographique ou temporel, qui sont bien au-delà de l'individu. On parle toujours de la planète, et court terme, au niveau de la planète, c'est quelques décennies. Donc à terme, le dépassement d'une seule de ces limites peut provoquer l'effondrement, et nous on a bien fait les choses, puisque en fait, sur les 40 dernières années, on en a dépassé 4.
Donc la perte de la biodiversité, donc c'est l'effondrement de la diversité génétique, les cycles de phosphore et d'azote, et alors le climat, pour moi, on y est, parce que bon, c'est des chiffres de 2012, donc en 2018 on y est. Et puis ils ont des gros points d'interrogation sur les nouvelles entités chimiques, donc ça c'est toutes les pollutions chimiques, donc toute la chimie de synthèse, et puis maintenant les nanotechnologies. On va en reparler un peu tout à l'heure, mais à mon avis, on est déjà très très proche de la limite. Donc, à la fois par la surconsommation des ressources et à la fois par la destruction du capital environnemental, en fait, à terme, c'est quelque part dans ce siècle, on va s'effondrer. Alors, qu'est-ce qu'on a fait jusqu'à maintenant? Donc là, c'est un peu pour décrire le franchissement de ces limites. Donc on a détruit les sols, la lutte contre la faim dans le monde. Donc ça y est, c'est officiel, c'est un échec. Hein, c'est un échec parce que le programme de lutte contre la faim dans le monde, le nombre de personnes qui souffraient de manière extrême de la faim dans le monde baissait jusqu'à 2-3 ans, et puis maintenant ça réaugmente. Donc le programme des Nations Unies pour éradiquer la faim dans le monde est un échec, c'est acté. Et en fait, ce qu'on a très très bien fait, plutôt que de lutter contre la faim dans le monde, en fait, on a surtout créé de la perte de biomasse des sols et de la désertification. Donc à titre d'exemple, la désertification actuelle, en Chine, le désert de Mongolie arrive assez rapidement sur Pékin. De mémoire, c'est d'ici 3 ou 4 décennies, le désert de Mongolie va frapper aux portes de Pékin. Et vu l'inertie de ce désert, on ne va pas l'arrêter comme on le voudrait, parce que c'est quand même un gros truc. Donc il y a une inertie qui est très très forte. Et comme en plus il faudrait en amont changer toutes les pratiques agricoles, c'est pas gagné. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on surconsomme donc la biomasse qui est dans la terre pour faire pousser nos plantes, donc avec dans l'engrais chimique. On casse tous les cycles de renouvellement de la biomasse des sols, on appauvrit les sols. Donc après, vous avez la végétation qui commence à dégager, donc soit par c'est carrément l'homme qui l'enlève, qui fait que la monoculture, soit par de la salinisation, par l'excès d'arrosage. Et une fois que vous êtes à l'étape déforestation, la désertification n'est plus très très loin. Donc ça c'est une des limites qu'on a très très bien franchies dans les 4 dernières décennies. Une autre limite qu'on a très très bien franchie, c'est la perte de la biodiversité, c'est l'extinction massive du vivant. Donc c'est vrai qu'à l'heure actuelle, quand on présente, la première fois qu'on a présenté la carte des hotspots de la biodiversité, les gens étaient très très fiers de présenter qu'il restait encore des endroits où il y avait de la biodiversité de manière assez importante sur Terre. Moi, ce que j'ai vu surtout, c'est que en fait, la planète, à l'heure actuelle, est un désert biologique. Donc, vous avez bien entendu les déserts naturels, qui sont les déserts glacés, donc les pôles nord, pôle sud. Après, vous avez typiquement les grandes chaînes de montagnes, les grands déserts, déserts chauds et secs. Mais même si vous enlevez ces zones naturellement désertiques, en fait, dire à peu près entre la moitié et les 2/3 de la planète devrait être pleine de vie. En fait, c'est plus vraiment le cas. Donc voilà, ça c'est la deuxième limite qu'on a franchie. On a exterminé le vivant. Donc je peux vous rappeler les choses évidentes. On est dans la 6e extinction d'espèces. Et la dernière fois qu'il y a eu une grande extinction d'espèces, ça s'est très très mal passé pour les espèces dominantes. Et les espèces dominantes, c'est nous. Et puis voilà, un petit exemple qui est très très marrant, c'est le graphique de droite. Donc 10 000 ans avant Jésus-Christ, donc c'était la fin de la dernière glaciation, donc l'entre néolithique, la période fun pour l'être humain, on a bien dominé la planète. Et sur la planète, vous pouvez voir qu'il y avait surtout donc,
le ver, donc c'était des animaux sauvages, enfin sauvages, non humains, enfin pas des animaux d'élevage. Je ne sais pas le terme sauvage, il ne veut rien dire. Et puis à l'heure actuelle, en 2015, vous pouvez voir que les animaux qui ne sont pas issus de l'élevage humain ont été exterminés en biomasse, puisque la partie verte c'est extrêmement réduite. Par contre, vous pouvez remarquer qu'on a beaucoup d'animaux d'élevage, donc ça c'est la partie bleue, et un des êtres vivants, enfin en biomasse, les plus répandus sur la planète, à l'heure actuelle, c'est l'être humain. Donc il est courant de dire que, par exemple, l'oiseau le plus courant sur la planète, c'est la poule, que bientôt, l'animal le plus lourd sur la planète, ce sera la vache. Enfin, ce ne sont que des animaux, soit humains, nous, soit des animaux issus de l'élevage humain. Donc en fait, on a exterminé le vivant pour le remplacer par des choses qui nous intéressent. Un autre exemple de dépassement de limites écologiques, donc ça c'est sur la pollution par les entités de chimie de synthèse. Donc on est tous pollués chimiquement, hein, même si vous êtes complètement bio, que vous vivez, je ne sais pas où, perdu dans les montagnes, je ne sais pas, dans le canton vraiment le plus campagnard de Suisse. Vous avez au moins entre 10 et 15 polluants chimiques en vous. Donc voilà, la pollution chimique, c'est quelque chose qui est complètement planétaire. Il est complètement illusoire de se dire qu'on n'est pas touché par ça. Donc, qu'est-ce que ça s'accompagne de quoi? Ça s'accompagne donc de la montée des allergies. Et puis, donc, bon, les cancers voilà, qui ont un peu tendance à exploser. Je vous ai, voilà, le graphique, c'est la montée des taux de cancer à l'heure actuelle. Vous avez les jeunes qui entre 0 et 14 ans, à l'heure actuelle, ils ont quasiment le même taux de cancer que toute la population il y a 50 ans en arrière. Quand les enfants de moins de 15 ans commencent à avoir un taux de cancer équivalent aux vieux, eux c'est normal qu'ils aient des maladies. Les jeunes de moins de 15 ans, c'est pas tout à fait normal. Donc voilà, donc on est tous pollués chimiquement, donc voilà, maladie dégénérative, système nerveux, maladie de Parkinson, etc. Et pour moi, le point le plus important, c'est la stérilité, puisque à l'heure actuelle, dans tous les pays de l'OCDE, les mâles humains ont vu leur fertilité divisée par deux. Des scientifiques spécialistes de la reproduction chez les grands mammifères qui disent que, comme nous on est un grand mammifère, hein, si jamais on refait un facteur 2 ou 3 dans l'augmentation de la stérilité, en fait on va franchir des seuils de non-reproduction, mais à l'échelle de l'espèce. Donc là ce sera plus un couple ou deux qui aura du mal à se reproduire, c'est carrément toute une population de X millions, X centaines de millions d'individus qui ne pourra plus se reproduire. Alors, ce qui est très très marrant, c'est que derrière tous ces chiffres, en fait, il y a toujours un effet d'inertie. C'est-à-dire que ça, c'est des statistiques. Je ne sais plus quand est-ce que la statistique sur la stérilité, j'ai dû sortir ça en 2012 en 2013. Donc ça doit être sur des études épidémiologiques qui sont d'avant 2010. Et donc ça veut dire que c'est des gens qui ont été impactés par la pollution chimique, peut-être dans les années 90. Et maintenant, on est en 2018, donc en fait, l'impact, on ne le voit pas encore parce que les effets ne sont pas encore visibles, mais on a déjà 30 ans d'exposition, et puis quand vous regardez la production de chimie de synthèse sur la planète, elle a doublé ou triplé, donc il est à craindre qu'en fait, on ait déjà à l'heure actuelle des contacts avec des polluants chimiques dans des quantités suffisantes pour qu'on soit déjà dans des seuils de non-reproduction de l'espèce dans tous les pays de l'OCDE. C'est peut-être juste une question de temps pour qu'on s'en rende compte, mais peut-être que les choses sont déjà actées. C'est pour ça qu'à mon avis, quand les scientifiques de Stephen et Röström n'ont pas qualifié la pollution par les entités chimiques comme étant un franchissement d'une des grandes limites qui va nous faire s'effondrer, moi je pense qu'ils auraient fait. Je ne publie pas d'anciens sénateurs, donc
Mais voilà, c'est mon point de vue. Alors après, aussi une des grandes choses qu'on fait très très bien, c'est mêler les gaz à effet de serre. Donc en limitant des gaz à effet de serre, on fait du réchauffement climatique. Alors c'est quoi le réchauffement climatique? C'est une augmentation de la moyenne des températures planétaires sur 3 décennies. Voilà, donc, juste pour information, quand vous entendez quelqu'un qui vous dit Trump, pour pas le nommer, que c'est parce qu'il y a eu un hiver cette année que le réchauffement climatique n'existe pas, c'est une personne qui ne sait pas ce que c'est que le climat. Le climat, on ne peut pas dire que c'est parce qu'à Washington, il y a eu un hiver rigoureux qu'on peut dire quelque chose sur le climat. Le climat, c'est une moyenne de température planétaire sur 3 décennies, donc on est incapable de ressentir le climat. Nous, ce qu'on ressent, c'est la météo. Donc en fait, pour savoir ce que c'est qu'un réchauffement climatique, vous êtes obligé d'avoir des statistiques scientifiques. Et les statistiques scientifiques, vous les connaissez, j'espère, ça augmente. Avec l'augmentation des températures, vous avez un effet d'accélération du cycle de l'eau, puisque comme il fait plus chaud, l'évaporation se fait plus rapidement. Alors, ce qui fait que comme il y a plus d'évaporation, en fait, il y a des zones dans le monde où la sécheresse se développe, puisque l'eau remonte plus rapidement que prévu dans l'atmosphère, donc elle n'a plus le temps de rester au sol. Donc vous avez des zones où la sécheresse arrive, mais comme vous avez plus d'eau dans l'atmosphère, vous avez aussi plus de précipitations. Donc c'est ça qui est un peu contre-intuitif dans le climat, c'est que vous allez à la fois avoir une augmentation des zones en sécheresse extrême et à la fois avoir une augmentation des zones en inondation extrême. Alors un très très bon exemple pour bien comprendre le réchauffement climatique et ce qui va nous arriver avec ça, c'est ce qui s'est passé sur la dernière année et demie. On a eu la première sécheresse hivernale dans les Alpes du Nord. Ça a duré 4 mois, donc ça c'était l'hiver dernier. Donc c'était du jamais vu depuis 150 ans. Les météorologistes disaient que dans les Alpes du Nord, on n'avait jamais mesuré un hiver, donc il n'y avait pas eu de précipitation, enfin en tout cas si peu. Après, le mois de mars-avril est arrivé, et puis là on a eu un printemps extrêmement pluvieux. 2 fois plus vieux que la moyenne. Donc ça a bientôt, c'est bien arrivé, parce que comme on avait eu 4 mois de sécheresse, on a eu 4 mois en excellent pluie. Donc ça a permis de rattraper en fait les déficits de pluviométrie de l'hiver. Et puis malheureusement, après l'été est arrivé et la sécheresse est revenue, parce qu'on a eu un été extrêmement sec. Voilà, je pense que vous en avez tous aperçu que les prairies avaient un peu tendance à jaunir. Alors, au-delà de l'herbe qui jaunit, il y a par exemple les zones où on va pomper l'eau potable qui ont tendance à baisser. Annecy a fait se retrouver en coupure d'eau. Donc voilà, il faut quand même avoir à l'esprit que le réchauffement climatique s'aggravant, ces phénomènes vont s'aggraver et en plus assez rapidement. Et que donc très bientôt, même chez nous, il y aura des coupures d'eau dans les grandes villes, parce qu'on aura des épisodes de sécheresse qui seront assez massifs. Il y a une étude de l'Université de Genève que j'aime beaucoup citer, qui a étudié quand on avait 1 degré de plus donc en climat, donc c'était à l'époque du Permien, ils ont retrouvé une zone, donc c'était au niveau des Pyrénées françaises, où c'était une zone géologique où il n'y avait pas de biomasse. En fait, ils se sont demandé, mais pourquoi est-ce que sur cette zone biologique, il n'y a pas de biomasse? En fait, ils se sont rendus compte que c'est parce qu'il y avait peut-être 2-3 ans de sécheresse, et puis à un moment donné, toute la pluie, au lieu d'être répartie sur 4 ans, elle tombait en 3 mois. Et en tombant en 3 mois, en fait, les fleuves débordaient de leur lit, mais d'un facteur 15. Donc, moi, quand j'ai lu le chiffre, j'habite au bord du Rhône, j'ai regardé le Rhône, et puis j'ai fait fois 15. Ouais, ça va emmener du monde. Et en fait, c'est ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, les rivières ont tellement débordé qu'elles ont tout emmené, les arbres, toute la terre, tout. Et donc, il n'y avait plus rien. Voilà, il ne restait plus que du minéral. Et donc, d'ici 1 degré, il est possible qu'on retrouve des événements météorologiques comme ça. C'est-à-dire que vous avez une méga sécheresse pendant 3 ans, tout crève, puis après vous avez une méga inondation, et tout crève.
Bon, voilà pour le réchauffement climatique, surtout qu'en plus, donc, il y a des études, ça c'est une étude de l'Académie des sciences américaines, qui laisse à penser qu'en fait, le cycle de glaciation, interglaciation qu'on a sur la planète, on risque de le quitter. C'est-à-dire que la planète va retrouver une oscillation d'équilibre, mais à d'autres niveaux de température. Et en fait, c'est pour ça que les climatologues ne voulaient pas qu'on atteigne les 2 degrés. C'est parce qu'ils pensent que si jamais on atteint ces 2 degrés, il va y avoir des effets d'emballement qui vont nous emmener à n'importe quoi, entre 5 et 15 degrés de réchauffement planétaire. Alors, ça a l'air de rien quand on dit comme ça quelques degrés de réchauffement climatique. Il faut savoir qu'à l'heure actuelle, on a fait un seul réchauffement au niveau planétaire. Donc dans les Alpes du Nord, là où on habite, ça fait déjà 2 degrés parce qu'il y a des zones qui sont plus réchauffées que d'autres, puisque c'est une moyenne. Et puis quand on regarde les extrémums en plein été, c'est encore un facteur 2. Donc en fait, si jamais on a des réchauffements climatiques de l'ordre de 5, 6, 7 degrés d'ici la fin de ce siècle, ici vous pouvez faire x4 en extrémum en plein été. Et donc, vous allez avoir des plus 20, plus 25 degrés par rapport au maximum actuel. Et les maximums actuels, ils sont déjà à 40. Donc ça veut dire qu'un réchauffement climatique de 5 degrés, par exemple, ce serait des maximums en plein été ici de 60 degrés. Alors il faut savoir qu'à 60 degrés, tout le monde meurt, enfin pas instantanément, mais en 6 heures à peu près, même si vous êtes en pleine santé. D'accord ? Mais il n'y a pas que les bébés et les vieux qui ont des petits problèmes, mais aussi les personnes en très très bonne santé. En gros, il y a genre les bactéries puis quelques insectes qui survivent. Donc le réchauffement climatique est un magnifique moyen de faire de l'effondrement de société, voire même un peu plus. Et donc voilà, c'est un peu toutes ces limites qu'on est en train de franchir. Et donc sur les ressources, on surconsomme les ressources. Donc, rien que pour le pétrole, puisque donc, à consommation constante en 2050, on n'aura plus de pétrole. Alors, heureusement, ce ne sera pas à consommation constante, parce que vu qu'on va arriver dans un effondrement de la société, l'économie va s'effondrer. Et vu que l'économie va s'effondrer, la consommation de pétrole va baisser. Donc, on aura le fait de ne pas avoir de pétrole, ça n'arrivera jamais. En fait, on aura de moins en moins les moyens de le consommer. La société va se déliter. Mais en 2006, on a franchi un pic. Donc c'était le pic de production du pétrole conventionnel dans le monde. C'était aussi le pic des exportations de pétrole, mais tout type de carburant confondu. Et en fait, ce passage de pic a entraîné donc une flambée des prix. Cette flambée des prix, comme le pétrole en fait sert à tout, puisque l'énergie sert à tout faire, d'un point de vue physique, d'avoir une flambée des prix sur le pétrole, ça fait une flambée des prix sur l'alimentaire. 2008-2011, flambée des prix sur le pétrole, 2008-2011, flambée des prix sur l'alimentaire. Cette flambée des prix sur l'alimentaire, quand vous êtes en Europe occidentale et que vous consacrez 7% de vos revenus à vous nourrir, si le prix du pain double, c'est pas très très grave. Quand vous êtes en Tunisie, au Maghreb, quand le prix du pain double, les gens meurent de faim, donc c'est les luttes. Donc c'est ce qui a déclenché le printemps arabe. C'est pas du tout une grande puissance démocratique, enfin voilà, toutes ces bêtises qu'on se raconte à longueur de temps. C'est surtout que les gens mouraient de faim. Je rappelle que le printemps arabe a débuté donc en Tunisie. Il y a un homme qui s'est immolé vivant. Il s'est versé l'essence, il a pris une allumette, il s'était jeté dessus. Ce mec était vendeur de fruits et légumes. Donc voilà, il y avait des gros problèmes sur l'alimentaire. C'est pour ça que les gens sont devenus assez méchants. Et d'ailleurs, on voit bien que dès que les prix de l'alimentaire explosent, les émeutes, les guerres civiles explosent un peu partout dans le monde. Donc voilà, sur les ressources, les problématiques en fait ont déjà commencé, mais comme c'est un phénomène qui est très lent, qui est planétaire et qui échappe à nos sens, on s'en rend pas vraiment compte. Alors il n'y a pas que sur le pétrole où on a des problèmes, il y a sur quelques métaux qui sont quand même assez stratégiques.
Alors en fait, pourquoi est-ce qu'on a des problèmes sur ces métaux-là? Parce qu'on a commencé à consommer les ressources minières les plus intéressantes, et à force de consommer les ressources minières les plus intéressantes, maintenant il reste des ressources minières assez pauvres, et donc on est obligé de mettre plus d'énergie pour produire autant, et donc c'est un peu comme un serpent qui se mord la queue. Pour maintenir le niveau d'extraction de métallifères, on est obligé de mettre plus d'énergie, et comme l'énergie elle-même va manquer, à un moment donné, il va y avoir un double effet qui se coule, et les choses vont descendre assez rapidement. Surtout que, alors pour la transition énergétique, pour en parler assez rapidement, la transition énergétique donc, est basée sur les énergies électriques. Or, on a déjà des problèmes sur le cuivre. Donc, comment est-ce qu'on va multiplier par 5, 10 tous les équipements électriques sur la planète sans cuivre? Moi, j'ai un diplôme en génie électrique, et je peux dire que c'est complètement possible. Et pour atteindre les objectifs de 2 degrés, il faudrait déployer tellement d'infrastructures en énergie renouvelable que de toute façon, on n'a pas assez de métaux, on n'a pas assez d'énergie, donc c'est pas moi qui le dis, c'est la demande mondiale. Donc voilà, la transition énergétique, ça n'arrivera jamais, c'est un fantasme. On n'a pas les moyens. Alors, pour vous expliquer très très brièvement pourquoi, la transition énergétique repose sur des sources énergétiques qui sont beaucoup moins efficaces que les hydrocarbures. La dernière fois qu'on était avec du 100% renouvelable dans le monde, c'était le Moyen-Âge. Une fois qu'on aura fini de faire mieux avec les hydrocarbures, on va revenir au Moyen-Âge. C'est des lois physiques, c'est parce que il est très 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 compliqué d'avoir une civilisation, une société extrêmement riche avec des sources énergétiques qui ne sont pas très efficaces. Et puis, alors sur les ressources, il y a aussi donc le phosphate. Le phosphate, il est assez drôle parce qu'il fait un combo avec la perte de la biomasse des sols, puisque à l'heure actuelle, on compense le fait que les sols meurent en mettant énormément d'engrais. Donc le premier de ces engrais, c'est le phosphate. Simplement, le phosphate étant une ressource minière, lui-même est en train de connaître son pic, et donc on va avoir un double combo, c'est-à-dire que bientôt la production de phosphate mondiale va baisser, et là, en fait, vont apparaître l'état naturel de nos terres sur la planète, qui sont complètement délabrées. J'ai un ami qui a racheté, juste pour l'anecdote, qui a racheté 50 hectares en France, en Beauce. Normalement, c'est vraiment la zone où les terres sont les plus riches en France. Il a fait tester le contenu en biomasse, donc la densité, la concentration en carbone de son sol. C'est la même concentration que dans le désert du Sahara. Donc à l'heure actuelle, les meilleures terres françaises sont dans un état identique physiquement au désert saharien. Et il n'y a pas qu'en France que c'est comme ça. Alors, on n'est pas arrivé à éviter tout ça parce qu'en fait, il y a plein d'obstacles. Alors, je vais aller très très vite. Donc d'abord, les obstacles physiques. Les obstacles physiques, c'est que, par exemple, sur la transition énergétique, on essaie de remplacer des ressources énergétiques qui sont extrêmement efficaces par des ressources énergétiques qui le sont beaucoup moins. Donc vous voyez bien que c'est compliqué. Après, il y a des obstacles cognitifs, c'est-à-dire qu'on a du mal à ressentir tous les effets qu'on fait à la planète, parce que nous, on vit des choses à notre niveau. On est capable de voir de près 1 km, on est capable d'entendre à 200-300 mètres, où on a beau avoir des smartphones, etc. Au niveau des sensitifs, ça ne touche pas. Voilà, donc en fait, nos propres limites physiques, cognitives, corporelles nous empêchent. On a des obstacles moraux, donc la morale, où Descartes a dit qu'il fallait dominer le monde, il n'y a pas que lui, toutes les grandes religions aussi l'ont dit. Donc voilà. Vous avez des obstacles idéologiques, alors ça peut se rejoindre avec l'obstacle moral, mais là-dessus, par exemple, l'obstacle idéologique, c'est un peu les fantasmes qu'on fait, par exemple, sur l'écologie. À l'heure actuelle, on est persuadé que pour faire l'écologie, il faut faire encore plus d'activité physique. Alors qu'en fait, quand vous avez
quand vous faites de la destruction environnementale, c'est que vous avez déjà dépassé les limites physiques de votre environnement. Donc la seule manière de répondre, c'est de baisser votre activité physique et non pas de l'augmenter. Ça me paraît tellement logique, mais vous discuterez avec la plupart des écolos, ils vont vous dire que pour sauver tous les espaces, il faut intervenir encore plus. Bon, ils n'ont pas très bien compris. Donc les obstacles politiques, c'est qu'on est quand même 7 milliards et demi sur la planète, donc on n'est pas tous d'accord, on n'a pas tous les mêmes buts à poursuivre, donc tout ça est compliqué. Les verrous sociotechniques, alors ceux-là, je les aime beaucoup. Les verrous sociotechniques, c'est qu'à l'heure actuelle, par exemple, si vous expliquez à un agriculteur qu'il faut refaire l'agriculture biologique, il va vous dire qu'il ne sait plus faire. Il ne sait plus faire, pourquoi? Parce que c'est des 40 ans qu'on lui a appris qu'on prenait des engrais, des pesticides chimiques, il les balançait et il faisait pousser les plantes malades sur les sols morts pour reprendre une phrase du gros biologène. Et donc, quand on lui dit, mais fais du biologique, fais des semis sous couvert, retrouve tes cycles de culture, il ne sait même pas de quoi on parle. Donc en fait, on s'est enfermé dans des pratiques qui font qu'il est très difficile d'en sortir en fait. Donc, alors des exemples sociotechniques, comme ça il y en a plein. Vous avez l'urbanisme en Amérique du Nord, ils sont incapables de sortir la bagnole. Pourquoi? Parce qu'ils ont des villes qui font des centaines de kilomètres. Donc voilà, ça c'est un autre verrou sociotechnique. Bon, il y en a plein, vous pouvez en trouver plein. Le smartphone est un excellent verrou sociotechnique, puisque à l'heure actuelle, si vous n'avez pas de smartphone, en fait, vous êtes mis au banc de la société, parce qu'à l'heure actuelle, il y a énormément de démarches administratives, vous pouvez faire qu'avec un smartphone. Moi, avec mon vélo électrique, je suis obligé d'aller au guichet pour acheter mon ticket pour ma réservation de vélo électrique, parce que sur les bornes, ça n'y est pas. Alors, du coup, quand je vois les gens qui disent « Ah, mais utilise ton smartphone », je leur dis « Bah non, ça ne marche pas ». Donc voilà, c'est aussi un verrou sociotechnique. Il y en a plein. Et puis, les obstacles institutionnels. Les obstacles institutionnels, ça c'est pour rappeler que les gens qui sont à la tête des grands organismes économiques, politiques, etc., ce sont des gens qui s'adaptent, qui ont le mieux profité du système, donc ce sont eux qui sont le moins capables de le faire changer. D'accord ? Donc, il ne faut surtout pas attendre des institutions pour faire quoi que ce soit. Et donc avec l'état de la planète est catastrophique, surtout qu'en plus il y a de la notion d'inertie qui est derrière, puisqu'on fait mumuse avec une planète qui pèse je ne sais pas combien de milliards de tonnes, et c'est un peu comme quand vous êtes sur un vélo ou un poids lourd. Quand vous êtes sur un vélo, vous freinez, il y a moyen que vous arrêtiez en 2 mètres. Sur un 36 tonnes, vous avez beau planter les freins, il va avoir du mal à s'arrêter tout de suite. Vous reproduisez le même image avec une planète qui est beaucoup plus lourde. Et c'est la même conclusion, c'est-à-dire qu'il est impossible de changer les choses, de la faire prendre un virage beaucoup trop rapide. Alors, la notion d'inertie, donc par exemple l'inertie climatique, quand vous émettez une molécule de gaz à effet de serre, donc ça c'est le schéma qui est en haut, vous avez une première phase donc, qui prend à peu près entre 20 et 30 ans pour qu'il y ait une réponse du système climatique, donc ce qu'on appelle le forçage radiatif, donc l'effet de réchauffement qui se met en place. Et en fait, la stabilisation, la réponse stabilisée, elle va arriver au bout de 40 ans. Donc en fait, tout ce que vous aimez, le réchauffement climatique qu'on a à l'heure actuelle, qu'on vit à l'heure actuelle, en gros, ce sont les émissions de gaz à effet de serre qu'il y a 20 ou 40 ans. D'accord ? Donc même si on arrête absolument d'émettre tous les gaz à effet de serre demain, et c'est complètement possible, parce que toute notre économie repose là-dessus, donc on ne va pas arrêter notre économie mondiale du jour au lendemain, parce que sinon on va tous devenir très pauvres. Même si on arrête ça, de toute façon, le réchauffement climatique va continuer d'augmenter pendant les 20 ou 30 prochaines années. C'est à cause de l'inertie climatique. Un autre exemple d'inertie qui prend beaucoup de temps, c'est une inertie démographique. Vous avez, ça c'est les 3 générations, donc en haut vous avez
les deux bonhommes, donc c'est les deux grands-parents, dessous vous avez les deux parents, et puis il y a moins de mortalité infantile, donc le nombre d'enfants explose. Et puis, donc, génération d'après, donc les enfants sont devenus des parents, les parents sont devenus des grands-parents, donc là on se retrouve avec deux grands-parents, 4 parents. Et puis là on se dit, il faudrait quand même mettre une politique de transition énergétique en place pour éviter que la population explose. Donc on la met, c'est instantané, c'est génial. Et puis on peut voir que les 4 parents ne font que 4 enfants. Et là on se dit, chouette, ça y est, j'ai stabilisé la population. Et bien pas du tout. Puisqu'en fait, avant il y avait 2 grands-parents et 4 parents, mais les 4 parents vont devenir 4 grands-parents. Et donc on voit que même si la politique de transition démographique s'est mise en place, il faut une génération pour stabiliser la population. Donc l'inertie, en fait, elle est partout. Et vu que là, on fait mumuse avec la planète, l'inertie, elle est énorme, et donc on ne va pas arrêter du jour au lendemain, et vu qu'on a déjà pulvérisé des limites qu'on ne devait pas pulvériser, en fait, physiquement, voilà, l'effondrement de notre société, il est acté, quoi. Ça ne sert plus à rien de se poser la question. Alors, un autre exemple sur les CFC, voilà, en 74, on s'est dit, tiens, ce serait bien qu'on y réfléchisse. Et les premiers traités internationaux sont arrivés en 2000, donc il avait fallu plus de 25 ans. Les CFC, c'est quoi? C'est uniquement des gaz pour faire des machines de climatisation et puis pour faire des ionisateurs. Les gaz à effet de serre, ça vient de nos ressources énergétiques qui font marcher toute notre industrie. Donc derrière, c'est toute notre richesse économique. Donc là, vous voyez que pour se débarrasser des CFC, on a déjà mis 25 ans. Et encore, on sait qu'il y en a qui trichent parce qu'il y a des émissions de CFC qui existent dans le monde qui ne devraient pas exister. Mais, donc déjà là, c'est très très compliqué. Mais alors, vous imaginez si toute notre économie est en jeu, il est évident que écologiquement, on fera rien. Parce qu'entre l'écologie et l'économie, ça fait quand même à peu près 2 ou 3 siècles qu'on a choisi. Donc voilà, en plus de l'inertie physique, il y a aussi au niveau sociétal, notre société qui est très riche, il a permis de redevenir très pauvre. Et donc, on ne fera pas grand-chose aussi. Et donc, tous les ingrédients sont là, donc on fait un overshoot, donc un dépassement. Et puis, en faisant ce déplacement, donc, on pénètre dans la destruction, la zone de destruction écologique. Et en fait, donc, la limite qui avant n'était pas très très loin en dessous de nous, en fait, elle se dérobe, elle-même plonge vers le bas, parce qu'on détruit l'environnement. Et donc, en fait, c'est pour ça qu'on est incapable de faire un atterrissage en douceur. Et en fait, c'est un peu comme si vous montiez, vous montez un escalier, et puis vous savez que vous devez sauter, et puis le simple fait de sauter, ça fait détruire les marches qui sont en dessous. Bon, bah, vous savez que vous allez vous ramasser la gueule. Donc, voilà, c'est à peu près nous. Alors, surtout qu'en plus, ça c'est les causes, je dirais, biophysiques externes à notre société. Donc l'épuisement des ressources et puis la destruction environnementale. Mais il y a aussi le fait que, avec la phase de croissance qu'on a connue depuis 3 ou 4 siècles, en fait, on a fait une société qui est devenue hyper complexe. Donc là, Grégoire, si je dis des conneries, on verra pas. Et en fait, de cette hyper-complexité, il va être très difficile de le maintenir. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on a besoin, à un moment donné, pour que notre société subsiste, on a besoin d'avoir une ossature, une structure porteuse, et cette structure porteuse, elle a des besoins physiques, elle a des besoins de consommation de ressources, elle a des besoins de richesse économique. Et comme en fait on va perdre cette richesse économique, est-ce qu'à un moment donné on ne va pas tellement descendre, on ne va pas atteindre la capacité à maintenir cette structure porteuse de notre société. Et donc là, en plus de la causalité externe, qu'on appelle biophysique, de l'effondrement, va se rajouter la causalité de l'hypercomplexité qu'on n'arrivera pas à maintenir. Le dernier exemple, c'est l'URSS. L'URSS s'est effondré fin des années 80. Non pas parce que pour des idéologies politiques, c'est parce qu'en fait ils étaient dans un système de croissance qui était complètement planifié. C'était l'économie qui était planifiée.
En fait, cette économie planifiée, elle avait un gros défaut, c'est qu'elle demandait une administration qui était énorme. Et donc, des besoins pour maintenir cette ossature administrative qui était énorme. Et en fait, il y a un ingénieur russe qui a entendu parler du modèle de simulation de Windows que Windows a sorti au début des années 70 pour simuler l'avenir de la société. Il a récupéré ce modèle, il l'a simulé, donc on est en 84, et il a dit, quelque part entre 89 et 90, l'URSS va s'effondrer, non pas par l'idéologie politique, mais par manque d'optimisation économique. Et donc, nous aussi, même si nous, avec notre système libéral, on a besoin de beaucoup moins d'ossature pour faire de la croissance économique, on en a quand même besoin. Et donc, à un moment donné, on va avoir des problèmes de maintien de notre complexité dans l'effondrement. Donc, pour parler donc, de Denis Meadows, donc c'est le rapport au Club de Rome de 1972. Donc, nous, on en est là. Donc là, c'est la réactualisation de Graham Turner en 2014. Donc, on est au maximum. On est au maximum économique. Voilà, c'est quelque part maintenant. Alors, quelque part maintenant, quand on parle d'effondrement de société mondiale, maintenant, c'est plus ou moins 5 ans, plus ou moins 10 ans. Vous venez pas me dire... Ah, mais Daniel Cousinier, en 2018 ou en 2019, il a dit que l'effondrement, ce serait pour dans 6 mois, mais c'est pareil. Voilà, on est dans un phénomène planétaire qui se décante sur plusieurs années, voire plusieurs décennies. Donc voilà, à l'heure actuelle, on est au maximum. On sait que en fait, l'effondrement a déjà commencé. Pourquoi ? Parce que les pays qui sont en état de faillite publique augmentent depuis 2006. De manière assez bizarre, 2006, c'est aussi le pic pétrolier. Comme Denis Meadows le dit très très bien, il est trop tard pour le développement durable. Il est trop tard pour le développement durable, à peu près depuis la décennie 90, avec des problématiques d'inertie physique, culturelle, cognitive, etc. Il aurait fallu qu'on mette en place, qu'on ait une politique comme si on était en guerre, pour mettre en place de l'hypertechnologie verte, si je déteste ce qualificatif, et puis pour espérer nous faire gagner quelques décennies. On ne l'a pas fait dans les années 90, donc en fait les choses sont cuites depuis à peu près 25 ans. Alors ça fait toujours un peu mal quand on apprend ça, parce qu'on passe de... ah ouais, il y a des problèmes, je vais pouvoir faire quelque chose, ah non, je peux rien faire. Alors ça psychologiquement, ça fout un coup derrière la tête. Moi, le jour où je me suis rendu compte que je passais directement de... J'étais pas au courant, et en fait, il n'y a plus rien à faire. Bon, ça fait un peu drôle. Alors, c'est pour lutter contre ces effets psychologiques qui sont quand même assez lourds à porter. Voilà, qu'il y a un cycle de conférences pour pouvoir parler de tout ça. Et donc, notre avenir, qu'est-ce que ça va être ? Donc, ça va être une baisse des revenus, une pénurie élémentaire, une augmentation des tensions sociales, une montée des inégalités, une défiance des États, un refus identitaire, et donc, et enfin, grandissant des réfugiés. Alors, chacun de ces phénomènes va enrichir l'autre. Alors, à titre d'exemple, tout le pourtour méditerranéen, rien qu'avec le réchauffement climatique, serait inhabitable quelque part d'ici 2050-2060. Donc tout le pourtour méditerranéen, c'est quoi ? C'est l'Espagne, la moitié sud de la France, l'Italie, tous les Balkans, la Turquie, et puis tout le Maghreb. Donc là, une fois que vous avez compté, il y a, je ne sais pas, 1,5 million de personnes. Donc ces personnes, à un moment donné, vont monter sans endroit qui sera vivable, c'est-à-dire au nord. Donc ils vont arriver dans le nord de la France, dans les Alpes du Nord, voire un peu plus haut. Et donc en fait, vu que la norme, d'ici peut-être 1, 2 ou 3 décennies, ce sera d'être un migrant, ce sera la norme. Comme maintenant, la norme, c'est d'être un parent divorcé, c'était pas le cas il y a 20 ans, maintenant c'est la norme. Les choses changent, il faut s'adapter. Et en fait, cette pression migratoire
va achever, enfin va déstabiliser encore plus les États qui étaient déjà en train de se déstabiliser. Donc on va vraiment rentrer dans des effets de boucle de rétroaction, d'amplification, qui sont très mauvais. Et donc juste pour faire le point, deux choses sur avant 2050. Donc à l'heure actuelle, dans le CDE, donc le CDE c'est nous, hein, on dépense à peu près 50% du PIB dans les dépenses publiques, dans les dépenses publiques au sens large, très très large. La santé, l'éducation, voilà, c'est pas que l'État, ça peut être ensuite il faudra décider toutes les dépenses communales, cantonales, fédérales, voire tout ce qui est annexe. Voilà. Et c'est à peu près 50% dans tous les pays de l'OCDE. Or, en fait, la modélisation de Meadows nous dit qu'on va perdre 50% de notre richesse économique avant 2050. Donc, voilà, est-ce qu'on va perdre quoi? On va perdre tous nos moyens de faire du social, tout, ou est-ce qu'on va perdre un peu du social, un peu du privé, enfin, voilà. Ça risque d'être un... Enfin, les années et les décennies à venir vont être quand même assez, comment dirais-je, enrichissantes humainement et très intéressantes scientifiquement. Voilà. Et alors, autre chose sur le nombre de morts. Donc, à l'heure actuelle, il y a à peu près 50 millions de morts chaque année sur la planète. Et donc, il est prévu que quelque part vers 2020, tout ceci va augmenter et on va passer de 50 millions de morts à 200 millions de morts. Donc, en fait, la mortalité mondiale va faire x4. Et en fait, moi, je vais me dire quel est le dernier épisode où il y a eu beaucoup de morts que je connais. Et je me suis dit, ouais, mon prof d'histoire me disait que c'était la Seconde Guerre mondiale, il y a eu 40 millions de morts en 4 ans, donc ça fait une surmortalité de 10 millions de morts pendant 4 ans. Et là, on a une surmortalité de entre 100 et 150 millions de morts pendant... Voilà. Donc, voilà, c'est ça notre avenir. On a mis en route des choses qui vont être compliquées à gérer physiquement et surtout émotionnellement, psychologiquement. Parce que là, bon, je suis un peu de prendre tous vos rêves, de les écraser. En plus, moi je fais ça avec le sourire. Et bon, j'en suis désolé, mais je préfère vous prévenir que vous laisser dans l'inconscience et que le moment où ça vous arrive, vous pétiez les comptes, parce que des fois on fait des conneries. Alors, que faire? Donc, ça c'était uniquement la partie pour rattraper la dernière conférence, mais normalement il avait duré 2 heures, donc j'ai essayé de faire vite. La dynamique de l'effondrement, c'est quoi? Un effondrement, ce n'est pas un effondrement de société, ce n'est pas un événement. On n'est pas dans un film d'Hollywood ou dans un livre des grandes religions ou les juifs arrivés tel jour à telle heure. Un effondrement de société au niveau mondial, c'est une suite. C'est un processus qui va prendre plusieurs décennies, plusieurs siècles. L'effondrement de l'Empire romain, le maximum de l'Empire romain c'est 250, son effondrement c'est 400, ça a pris 150 ans. Et c'est par rapport à nous, c'était une petite société. Donc nous, il est possible que notre effondrement, le temps qu'on arrive vraiment à ce qui n'est plus notre société industrielle, il est possible que ça prenne 2 ou 3 siècles. Donc, première conséquence, il faut vivre dans cet effondrement. Il ne faut pas être un survivaliste et se dire je vais m'enfermer à la cave avec 3 mois de stock de conserve et ça va le faire. Parce que vu que vous en avez pour 3 siècles, à un moment donné, il va y avoir un petit problème. Donc il faut vivre, il faut donc, se construire dans l'effondrement, il faut se nourrir, il faut continuer à tomber amoureux, il faut continuer à travailler, il faut continuer à avoir des relations sociales, voilà. Mais avec cette conscience de l'effondrement qui a commencé et qui va s'accentuer petit à petit. Donc première chose, l'effondrement est un processus. C'est une succession de chocs et de paliers. Donc voilà, c'est une dynamique d'entraînement plus ou moins rapide, parce que bien entendu tout ça va être très hétérogène. Hein, il est évident que par exemple les Grecs, qui eux, l'effondrement, depuis 2011, ils l'ont un peu plus attaqué que nous, quoi. Quand ils ont pris 30% du PIB en moins en 4 ans, voilà,
c'est une manière de se confronter à l'effondrement qui est un peu plus, comment dirais-je, un peu plus violente que la manière des pays riches. Et donc, voilà, on ne vivra pas l'effondrement au même moment, pas de la même manière, pas la même déclencheur. Personne ne vivra le même effondrement. Et alors, ce qui est de très très bizarre, c'est qu'en fait, dans un effondrement de société, il est tout à fait possible qu'on ne se rende pas compte que ses voisins soient en train de vivre l'effondrement. Donc en fait, il peut y avoir un décrochage des interactions sociales. En fait, on ne se rend plus compte que les autres s'effondrent, en fait. Parce qu'on est dans notre train quotidien, et puis nous, notre train quotidien, on fait ce qu'il faut pour que ça aille bien. Moi, je fais ce qu'il faut pour que ça aille très très bien pour moi le plus longtemps possible. Et donc, il est tout à fait possible, je me rends compte que les voisins, à un moment donné, perdent leur emploi, commencent à ne plus pouvoir manger, enfin voilà, s'effondrent, et je ne m'en rends pas compte. Donc voilà, l'effondrement, c'est un processus qui prend plusieurs décennies et qui est complètement hétérogène. Mais en même temps, on va tous le vivre, mais de manière complètement différente. Voilà. Donc en fait, on aura, si à un moment donné, on n'a pas réfléchi, si on n'a pas conscientisé le phénomène d'effondrement, il est possible qu'on ne s'en rende pas compte. Alors, c'est un effondrement de société, donc je me répète, chaque individu ne suivra pas la trajectoire de la société, puisqu'en fait, alors là c'est les théories mathématiques du chaos, alors, je ne sais pas s'il y a des matheux dans la salle, mais voilà, comme il y a une forte sensibilité aux conditions initiales, même si toutes les lois de la physique sont prédictives, vous avez des lois prédictives mais imprévisibles, parce qu'en fait on est incapable de mesurer correctement les conditions initiales, et donc on est incapable de prévoir exactement les trajectoires des 7,5 milliards d'individus. Mais on sait que la société dans son ensemble, elle ne pourra pas s'échapper, on va dire que sa trajectoire elle est bornée, on va prendre les termes mathématiques, je ne sais pas si c'est une très très riche idée, je ne sais pas quelle filière vous avez fait. Mais voilà, la trajectoire de notre société, elle est encadrée, elle ne pourra pas s'échapper de ce cadre. Et donc nous, on sera là-dedans, on peut taper n'importe où là-dedans, mais voilà, on pourra... enfin voilà, la croissance est terminée. Et donc, donc c'est un effondrement de société. Donc, pour rappeler qu'en fait, on est déjà dans une société qui est fortement inégalitaire. Alors très très souvent, les gens parlent de l'inégalité dans un pays. Donc là, j'ai retrouvé une inégalité au niveau mondial. Donc là, c'est un artiste qui photographie l'alimentation pendant une semaine de gens. Donc à gauche, c'est les Tchadiens, qui eux ont 1,25 € de nourriture pour une semaine à 5. Et à droite, ce sont des luxembourgeois qui eux ont 1 000 €. Et voilà. Donc déjà à l'heure actuelle, on est dans une société mondiale qui est profondément inégalitaire, puisque là, il y a juste un facteur de 200. Il est évident que dans un effondrement de société avec une destruction environnementale, c'est d'abord les Tchadiens qui vont souffrir avant que ce soit la famille luxembourgeoise. Pourquoi ? Parce que les Tchadiens, ils ont moins de moyens. C'est une vision purement physique des choses. Donc, voilà. Il est mieux d'être ici à écouter la conférence, même s'il est fortement anxiogène, que d'essayer de faire pousser du mil quelque part en Afrique subsaharienne. Pour reprendre un autre exemple des inégalités mondiales, on n'est pas tous à la même enseigne. À l'heure actuelle, les 10% les plus riches de la planète, donc 700 millions d'individus, donc en gros, les pays qui vivent à l'occidental, donc nous, l'Amérique du Nord, le Japon, la Corée du Sud, Israël, l'Australie, puis quelques monarchies pétrolières, à nous seuls, on fait 50% de la destruction environnementale. D'accord ? Donc, et pourquoi est-ce qu'on fait 50% de la destruction environnementale ? Parce qu'on a 50% de la richesse. On a les moyens de détruire l'environnement. Un environnement, il faut des moyens pour le détruire. Voilà. Donc, on ne part pas de cet effondrement de la société, on n'a pas tous les mêmes moyens physiques pour l'aborder. Et honnêtement, ici dans cette salle, vous êtes à Lausanne, en Suisse, en université, vous êtes dans le top gratin mondial. Donc, stressez pas trop sur l'effondrement. Il y a à peu près 7 milliards et 400 millions de personnes qui le vivront beaucoup moins bien.
Bon, il faut un peu relativiser, comme disait Albert. Et autre chose, il faut arrêter avec ces visions bibliques, millénaristes ou hollywoodiennes, que l'effondrement, c'est un événement qui va arriver le 24 mars 2042 à 7h51 du matin. Non. Un effondrement d'une société qui fait 7 milliards d'individus, c'est une suite de petits chocs complètement hétérogènes. Et en fait, les lois de la physique nous apprennent que c'est une répartition en loi de puissance pour ceux qui ont fait thermodynamique. En fait, les événements qui ont le moins d'amplitude arrivent extrêmement fréquemment, les événements qui ont énormément d'amplitude arrivent quasiment jamais. Donc en fait, l'événement type Hollywood ou Bible a quasiment qu'une chance d'arriver. Donc, par contre, le fait d'avoir vos voisins qui perdent leur boulot, ça va arriver assez fréquemment. Donc, il faut plutôt un effondrement de société au niveau individuel, il faut plutôt s'attendre à avoir des chocs comme ça, de petits événements qui pourront passer de manière invisible si on n'y prête pas attention. Et donc, dans un premier temps, donc, cet effondrement, on ne le voit pas. D'ailleurs, la preuve, c'est qu'en fait, au niveau mondial, il a commencé au niveau écologique. Le jour du déplacement, il existe depuis fin des années 80. Le pic de pétrole, il a commencé en 2006, on est en 2018, ça va à peu près bien. Donc, on veut dire qu'au niveau mondial, l'effondrement a commencé depuis 30 ans. Moi, honnêtement, avant de m'intéresser à toutes les données scientifiques, je m'en étais pas rendu compte. Et donc ça risque de continuer pendant un moment. D'accord ? Donc la première des choses, c'est que cet effondrement, il est en cours, et il faut y prêter attention. C'est très important. Et puis, il va y avoir dans un premier temps une montée des inégalités, parce que comme ce sont les plus pauvres qui vont d'abord décrocher, en fait, l'écart entre les plus riches et les plus pauvres va s'accentuer dans un premier temps, jusqu'à ce que l'effondrement tape tous les plus riches. Et alors là, on fera de l'égalité dans l'effondrement, et donc on sera très très content. Moralement, ce sera beaucoup mieux. Alors, en plus, cet effondrement, en fait, c'est un phénomène naturel, parce que souvent, on a une vision très idéologique des choses. Alors, moi qui anime des groupes de parole là-dessus, très souvent, c'est oui, c'est le capitalisme, oui, c'est l'industrie. Non, c'est la physique. En fait, c'est la nature. L'effondrement est un phénomène très écolo, complètement naturel, puisqu'en fait, pour exister, il faut avoir accès aux ressources pour se nourrir ou se reproduire, ou les deux. Et donc, en fait, comme les ressources sont limitées dans un environnement, il y a forcément un phénomène de compétition qui se crée. D'accord ? Donc ça, c'est le phénomène de sélection naturelle, Darwin, donc ça c'est pour les biologistes. Mais en physique fondamentale, vous avez exactement la même chose. Première loi de l'énergie, rien ne se crée, tout se transforme. Il est impossible de créer de la ressource énergétique, en fait. Donc l'énergie que vous avez dans un certain système, elle est en quantité finie. Et donc il y a des gens qui ont accès, et puis il y en a qui n'ont pas accès. Donc ceux qui n'ont pas accès à l'énergie, ils meurent. Donc en gros, vous avez deux possibilités. Soit vous êtes dans un milieu riche, il y a des ressources, soit vous êtes compétitif, et donc vous avez beaucoup de ressources que vous accaparez, donc ça en gros c'est l'être humain, et donc vous allez faire un effondrement par le phénomène de ce qu'on appelle l'effet de la reine rouge, soit vous n'êtes pas compétitif, et vous êtes un loser, et vous mourrez. Donc en gros, soit vous mourrez parce que vous avez, avec votre effet de la reine rouge, alors l'effet de la reine rouge c'est quoi ? C'est Alice au pays des merveilles, tome 2, Alice court à côté de la reine rouge, et puis le paysage fait du surplace. Et puis Alice dans la reine rouge, mais pourquoi est-ce qu'on court ? Et la reine rouge dit, mais pour faire du surplace. Et alors ça paraît pas logique du tout, en fait c'est très logique. Si à un moment donné, moi je commence à faire de la destruction environnementale, par exemple, je fais du réchauffement climatique. Face à ce réchauffement climatique, par exemple, j'habite au bord de l'eau, il y a une montée des eaux. Qu'est-ce que je vais être obligé de faire ? Je suis obligé de mettre des moyens pour m'adapter à ce réchauffement climatique. Donc, un effet que j'aurais moi-même causé par mon activité physique, vu que je vais déstabiliser l'environnement, je suis obligé de mettre encore plus de ressources, d'utilisation de ressources, d'utilisation énergétique, pour m'adapter aux conséquences de ma première utilisation énergétique, mais comme j'en ai encore plus, là je fais encore plus de destruction environnementale,
et donc je suis encore obligé de mettre plus d'énergie, donc je fais encore plus de destruction environnementale, et donc c'est une course sans fin. Donc c'est pour ça qu'en fait, on court contre notre environnement pour faire du surplace. C'est ça l'effet de la reine rouge. C'est Van Valen, c'est le biologiste qui avait en sélection, il avait inventé ça. Lui, c'était, on imagine que les antilopes et puis les guépards, il y a, je sais pas, 300 ans, ils ne savaient pas courir. Et puis en fait, comme les antilopes se faisaient bouffer par les guépards, ça a sélectionné les antilopes les plus rapides. Donc là, les antilopes se sont dit chouette, on va pouvoir échapper au guépard. Puis le guépard, lui, à un moment donné, vu qu'il n'arrivait plus à choper les antilopes, ça a sélectionné les guépards les plus rapides. Et puis donc, les guépards ont recommencé à choper les antilopes. Donc les antilopes, ça a resélectionné les plus rapides, puis repareil pour les guépards. Et en fait, leur vitesse relative, elle est restée stable. Et donc, les deux évoluent, mais en relatif, ils n'évoluent pas. Ils courent sans cesse pour faire du surplace. Alors, que fait l'effet de la reine rouge d'un point de vue physique? Si à un moment donné, alors, tout fait ça, hein, une galaxie, une planète, un microbe, une société humaine fait ça. Vous commencez à consommer de l'énergie, vous faites de la perturbation environnementale, et puis donc vous rajoutez de l'énergie pour compenser cette perturbation environnementale, jusqu'à ce qu'à un moment donné, vous êtes dans un tel rythme de perturbation environnementale que vous n'arrivez plus à mettre suffisamment d'énergie pour rester sur place, et vous décrochez, et vous vous effondrez. Voilà. Donc c'est ça l'effet de la reine rouge. Donc soit vous êtes compétitif et vous effondrez par un effet de la reine rouge, soit vous n'êtes pas compétitif et vous vous effondrez parce que les autres vous éclatent la gueule. Voilà. Donc, mais voilà, c'est un phénomène qui est tout à fait naturel, auquel il est impossible d'échapper. Tout s'effondre dans l'univers. Alors, dans les typologies d'effondrement, donc, vous avez deux types d'effondrement. Donc, soit l'effondrement structurel, qui est une simplification rapide des structures occidentales. Donc là, c'est la perte de la complexité sociétale. Donc, ça, je laisserai Grégoire en parler. Et puis, vous avez donc l'effondrement biophysique. Donc ça, c'est une causalité plutôt externe, donc par la perte des ressources et une destruction de notre environnement. Donc voilà, la complexité sociétale, assez rapidement, c'est qu'à un moment donné, vous rajoutez, vous êtes de plus en plus complexe, mais en fait, votre structure interne demande de plus en plus de choses, et donc en fait, à chaque fois que vous rajoutez une ressource énergétique marginale, donc en plus supplémentaire, en fait, il y en a de plus en plus qui arrivent dans le maintien de nos structures, et il y en a de moins en moins qui sont bénéficiés pour vous. Et puis à un moment donné, vous arrivez à un ajout de bénéfices où il n'y a plus aucun intérêt parce que tout est mangé par votre augmentation de la complexité. Et donc là, en fait, quand vous passez l'optimum, donc qui est le sommet de la courbe, en fait, si vous continuez à rajouter des bénéfices dans votre société, ben, en fait, vous allez tout consommer dans le maintien de la structure, voire vous allez commencer à dégrader votre société. Donc en fait, par le simple phénomène de complexité de la structure interne d'une société, on peut s'effondrer. Et puis, alors ça, je vous recommande donc, le bouquin de Dimitri Orlov, Les 5 stades de l'effondrement, où il vous explique qu'à un moment donné, quand une société commence à décrocher, donc là c'était pour l'URSS, elle enchaîne en fait les effondrements. Hein, donc d'abord l'effondrement financier, donc en 2008, on n'était pas très loin de le dire. Après c'est l'effondrement commercial, donc là il n'y a plus d'échanges commerciaux. Après c'est l'effondrement politique, les gens ont plus confiance dans la politique. Après c'est l'effondrement social, vous n'avez plus confiance dans vos voisins, etc. Puis après c'est l'effondrement culturel, vous n'avez plus confiance dans vos enfants, donc bon, j'espère qu'on n'en arrivera pas là. Et puis après, vous avez donc les phénomènes d'effondrement, donc tout à fait de physique, donc celui-là, je pense que vous l'avez bien compris. Et vous avez donc après des phénomènes alors, là, c'est un peu redondant. Je pense que vous avez tous compris le principe qu'une unité écologique pouvait être dépassée, et que c'est ça qui fait qu'on détruit. Et à un moment donné, en fait, à partir du moment où vous avez commencé à vous effondrer, donc il y a des phénomènes de beaucoup de rétroaction, par le maintien de la complexité, par le phénomène de la reine rouge, etc., qui fait que l'effondrement, en fait, est beaucoup plus rapide. Alors nous,
Entre nous, on appelle ça le phénomène de la falaise de Sénèque, c'est un peu pour ça. Pourquoi? Parce que Sénèque avait dit que la descente est toujours beaucoup plus rapide que la montée. Et en fait, c'est à peu près ça. C'est-à-dire que quand vous avez un phénomène de croissance, c'est compliqué, parce qu'il faut se structurer, etc. Et puis, à un moment donné, vous dépassez votre optimum. Et donc, là, en fait, les causalités d'effondrement, en fait, s'auto-amplifient. Et donc, en fait, l'effondrement ressemble à une falaise. Et donc, voilà, c'est là où on est au maximum. Et voilà. Donc ça, c'est les phénomènes de physique, pollution généralisée et problématique généralisée, enfin, problématique de ressources généralisées. On peut faire, donc, ne surtout pas fuir cette réalité, parce que sinon, vu que c'est déjà très compliqué à vivre, si en plus vous n'êtes pas prêt psychologiquement, vous allez vous replier sur vous-même, donc vous allez ce qu'on appelle faire un repli identitaire. Ça, c'est Sarah qui pourra vous en parler. Et en gros, vous allez commencer à détester tout le monde assez méchamment, parce qu'en fait, vous n'allez pas comprendre ce qui va vous arriver, et donc en fait, vous allez vous sentir vous dévaloriser émotionnellement, et donc pour ne plus vous dévaloriser émotionnellement, vous allez dévaloriser les autres. Et donc, vous allez rajouter du pétage de plomb sociétal à un effondrement qui sera déjà assez bien. Alors, c'est un peu ce qui est en train de se passer, hein, c'est qu'à l'heure actuelle, on a déjà commencé à l'effondrement. Et en fait, les gens qui ont les moyens, qu'est-ce qu'ils font? Ils essaient de garder les ressources au maximum pour elles. Mais ce faisant, en fait, ils ne jouent pas le jeu de la société. Et ça c'est pas vraiment une bonne chose, parce que une société, plus elle est inégalitaire, plus elle a de chances que l'effondrement se produise. Donc ça, c'est le modèle HANDY, H-A-N-D-Y, donc c'est Human and Nature, je sais quoi. Enfin, je taperai sur Google. Et c'est une simulation où, en fait, on peut faire mumuse avec des sociétés de plus en plus inégalitaires. Et on voit que ces phénomènes d'effondrement sont à chaque fois beaucoup plus violents. Donc, en fait, ça, typiquement, c'est un exemple de comportement d'individu qui n'a pas conscience de ce qui est en train de lui arriver, et donc va se dire, moi, je vais jouer le jeu de mon propre intérêt individuel. En fait, c'est pas bon du tout. Il ne faut pas du tout réagir comme ça. Sinon, pardon, donc, il y a une démarche psychologique, donc l'accepter, parce qu'une fois que vous avez accepté l'effondrement, honnêtement, moi, ça me fait à peu près du chaud du froid. Parce que j'ai compris que l'effondrement, tout ça, il allait se passer sur plusieurs décennies. Au début, quand j'ai pris conscience que l'effondrement était là, au début, je ne pensais vraiment que dans Walking Dead, quoi. Je voyais des gens, puis je disais, ah, toi tu es moyen, toi tu es moyen, toi tu es moyen. Et puis, en fait, assez rapidement, en fait, je me suis rendu compte que c'était pas le cas. Et qu'en fait, la vie continuait son cours. Enfin, ouais, assez paisiblement, et c'est là que je me suis rendu compte qu'il y avait un décalage total entre ce que moi je ressentais, d'un point de vue individuel, et puis ce que les connaissances scientifiques mondiales m'apportaient. Et que donc, à un moment donné, il fallait quand même que je me dise qu'il fallait que j'accepte de vivre dans un fondement de société. Parce qu'en fait, il est possible de mourir très très tard dans une société qui s'effondre. C'est tout à fait possible, voire de ne pas s'en rendre compte. Après, ce qui est aussi un peu contre-intuitif, c'est qu'il ne faut pas essayer de conserver le système actuel. Pourquoi? Parce que le système actuel, justement, par son excès de consommation, son excès de pollution, c'est celui qui nous a mis dans la position de l'effondrement. Et donc, vouloir garder le système actuel, quelque part, c'est vouloir garder les causalités de l'effondrement, au maximum. Donc c'est toujours Albert qui disait que on ne peut pas si on pense tous les problèmes comme en forme de glue, la solution sera toujours un marteau, enfin tout dans le genre. Donc la manière qu'on a de garder, en fait, de conceptuer les choses va enclencher la manière dont on va essayer de trouver des solutions. Et en fait, notre comportement, à l'heure actuelle, il n'a pas créé de solution. Donc, il faut arrêter. Et donc, se méfier du choix de l'efficacité, parce qu'en fait, l'efficacité, qu'est-ce que c'est? C'est plus de complexité, parce que pour être efficace, il faut être hyper rapide,
hyper spécialiste pour être très, très efficace. Et donc, il faut être hyper complexe, parce qu'en étant hyper spécialiste, vous avez besoin, moi je suis hyper spécialiste, par exemple, pour optimiser une pompe à chaleur de 2 MW, voilà, ça je sais très bien faire, je suis incapable de faire pousser un radis. Quand vous êtes trop efficace, en fait, vous entretenez un système qui est hyper complexe, et ça, quand vous avez attaqué un processus d'effondrement de la société, c'est pas bon. Donc, l'inverse de l'efficacité, c'est la résilience. Donc, en fait, il ne faut pas être efficace. C'est, voilà. Pour terminer, bon, au lieu de chercher à être, de tout prévoir, de se dire, je vais faire ça, je vais faire ça, je vais faire ça, je vais tout anticiper, en fait, c'est impossible, puisqu'en fait, la trajectoire individuelle est imprévisible, par les lois les plus fondamentales de la physique. Donc, même moi, qui suis hyper renseigné, je suis incapable de me dire ce qui va se passer pour moi dans 2 ans, dans 5 ans, dans 10 ans. Donc, arrêter d'essayer de tout prévoir. Par contre, il faut être adaptable. Et adaptable, ça commence déjà par être adaptable psychologiquement. Donc, par être bien dans sa peau. Ok, c'est un phénomène d'effondrement de la société. Voilà. Et dans l'adaptation, il faut surtout être capable de se remettre en cause. Alors là, je vous ai mis deux belles images pour se méfier de ces idéologies. Souvent, on pense que l'énergie solaire, c'est la panacée, que ça sauve le monde, la planète, etc. Et en fait, depuis quelques mois, une plateforme pétrolière innovante est alimentée 100% par des énergies renouvelables. Et donc, on voit bien que là, on est dans un phénomène où, en fait, les énergies renouvelables, une fois qu'on enlève le côté idéologique, ce sont juste les énergies. Et une énergie, ça sert à quoi? Ça sert à faire de la perturbation environnementale, à consommer de la ressource. Qu'elle soit verte, bleue ou jaune, physiquement, ça n'a pas une grande différence. D'accord? Donc, il faut remettre en cause ces idéologies. Et une autre idéologie que j'aime beaucoup, c'est le captage et le stockage de carbone. Parce que souvent on dit que ça va être la panacée pour lutter contre le réchauffement climatique. Sauf qu'à l'heure actuelle, quand vous demandez aux industriels qui proposent des solutions là-dessus, vous leur dites, mais ce CO2 que vous avez stocké, vous allez en faire quoi? Ah, mais je vais en faire du biocarburant. Bah ouais, c'est bio, je vais pouvoir le vendre plus cher à des écolos. Et puis moi, dans la tête, je me dis, ah oui, donc les écolos, ils ont foutu ça dans la bagnole, ils vont le cramer, et le CO2, il va être émis instantanément. Donc en fait, c'est pas du captage et du stockage de carbone, c'est juste du maintien de la complexité qui, à mon avis, quand même, est assez bête. Donc, pour être adaptable, il faut remettre en cause les idéologies qu'on a ancrées au fond de nous. Moi, ça fait quelques années que j'y travaille, et au bout d'un moment, vous devenez assez souple psychologiquement, et donc la vie est plus. Alors, quels sont vraiment les objectifs impératifs dans un effondrement de société? Donc, ça va être de minimiser la violence des chocs, donc de minimiser l'amplitude, donc la hauteur de chute et puis la vitesse de chute, hein. Et puis ne pas descendre trop bas dans les stades d'effondrement, donc faire en sorte de ne pas se faire embarquer dans un processus qui a énormément d'inertie et où à la fin on va essayer de tuer le voisin parce qu'il aura un bout de pain assis. Donc, ça veut dire que alors, minimiser la violence des chocs, donc ça c'est faire gaffe au phénomène d'environnement. Donc à un moment donné, ne pas monter trop haut dans la destruction environnementale pour ne pas descendre trop bas après. Et puis faire attention dans les stades d'effondrement. Donc là c'est faire attention aux structures sociales pour reprendre la terminologie de Dimitri Orlov. Ça reste au stade 3, donc on est tous pauvres, mais on n'essaye pas de s'entretuer entre voisins. Mais, alors, ça dit autrement, en gros, quels sont les objectifs? Les objectifs, c'est être pauvre et être solidaire. Voilà. C'est la pauvreté dans la solidarité, ou la solidarité dans la pauvreté. Le mettre dans n'importe quel sens. Alors, moi j'ai des collègues qui essaient d'inventer des noms complètement capillotractés, la solidarité heureuse, qu'on va atteindre le prana, qu'on va complètement libérer le chakra. Non, honnêtement, le physique, on va surtout avoir faim et on va perdre une grosse partie de notre pouvoir d'achat.
Mais c'est pas pour ça que socialement, on ne pourra pas se faire une petite bouffe avec les voisins, sauf que là, bon, le régime vegan, assez naturellement, il va devenir le régime général. Mais en fait, c'est un peu pour ça que, en fait, l'effondrement, on est incapable d'y faire face, parce que personne n'a envie de pauvres. Et en fait, une des solutions, ça aurait été de voir des pauvres en anticipation, ce qui est, à mon avis, complètement possible. Voilà, donc, j'espère que je n'ai pas été trop long. L'idée, donc, c'était vraiment de vous présenter une manière un peu structurée de conceptualiser l'effondrement. Pourquoi ? Pour que vos capacités cognitives s'emparent de la problématique de l'effondrement, que vous n'ayez pas qu'une approche émotionnelle, mais vous ayez aussi une approche cognitive. Donc maintenant, vous allez pouvoir vous la péter, effet de la reine rouge, phénomène de physique, effondrement des complexités. Et dans les dîners de famille, personne n'a compris ce dont vous parlez, donc c'est très intéressant. Je vous remercie de m'avoir écouté. Et puis, si maintenant vous avez des questions. Bonsoir et merci. Je m'appelle Naté Silla, je viens du Sénégal. Je vis à Lausanne. Et j'ai une réflexion, en même temps une question, je pense, parce que à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, je connais un petit groupe d'étudiants qui essayent de faire un peu le même travail que l'association étudiante pour une durabilité active sur le campus. Ils ont vraiment très très peu de moyens. Et parce que vous parlez de solidarité dans la pauvreté ou la pauvreté dans la solidarité. J'ai envie de dire de toute façon, comme nous le savons, personne ne s'en sortira vivant. Oui, et la vie, on sort pas vivant. Voilà, donc à partir de là, je me demandais, est-ce que ça vous plairait d'aller faire une conférence comme ça au campus à l'université Cheikh Anta Diop. Voilà, merci beaucoup. Si, bien, oui. Voilà, c'est bien. Alors après, le problème, c'est que comme je fais mon bilan de carbone, en fait, je peux y aller, mais c'est pas, si c'est loin, faudra peut-être prévoir plusieurs mois de voyage. Mais, ouais, en virtuel, bon, en télétravail, pourquoi pas. Après, j'ai une autre association qui s'appelle les Climatique, on encadre des étudiants, et puis on a ouvert une agence de climatique au Sénégal à Saint-Denis. Mais malheureusement, comme on est tous en train d'étudier le bilan carbone, on se croise assez rarement. Mais oui, carrément, effectivement. Ouais. Bonjour, merci pour cette présentation. Je dois dire que la conclusion, comme quoi on va finir pauvre et solidaire, je crois qu'elle est peut-être un peu optimiste, parce que les effondrements, ça finit plutôt avec tout le monde qui s'entretue. Ce qui est aussi une autre façon de faiblage, mais c'est peut-être ceux généralement ceux qui ont décidé d'être solidaires avec tout le monde, c'est les premiers qui vont se rencontrer. Alors, j'ai pas dit qu'on terminera pauvre et solidaire, j'ai dit qu'il faudrait qu'on soit pauvre et solidaire pour minimiser l'effondrement. D'un point de vue sociétal. Mais effectivement, vous retrouvez la même problématique, c'est-à-dire que si à un moment donné vous décidez que les autres sont autour que vous décrachez en termes de moyens dans la lutte, et donc vous faites écraser par la concurrence. On en revient à la problématique de la compétition dans l'univers. Et donc c'est pour ça que la seule possibilité, en fait, quelque part, on va dire, pour sortir de l'effondrement de manière stabilisée, alors à des niveaux très bas, pour moi, les niveaux qu'on a économiques, physiques, on ne le retrouvera plus jamais, mais on va dire sur les espèces humaines, puisque dans ma tête, c'est à peu près ça l'enjeu.
ce serait d'arriver à construire quelque chose de solidaire dans la pauvreté. Voilà. Mais pour moi, il est évident que voilà, il n'est pas bon d'essayer de devenir pauvre avant les autres. Voilà. Généralement, ça se passe pas. Bonsoir. C'était juste pour vous demander si on pouvait avoir accès à vos slides et aux sources qui y sont liées, ou alors, je ne sais pas si vous avez un résumé qui fait un peu moins de 100 pages, ça pourrait aussi être utile. C'est pas que je vous crois pas, hein, mais... Oui, donc il y a bien entendu tous ces slides sont partageables, et pour au niveau des sources, on a fait un Wikipédia sur, on a appelé ça les théories des fondements des sociétés, des civilisations industrielles. Et là-dedans, vous avez les 20 ou 30 références les plus intéressantes sur les causalités du phénomène. Bonsoir et merci pour la conférence. Moi, je dirais, d'un point de vue pratique, quelles seraient vos recommandations au sortir de la conférence ou les actions à prendre au sortir de l'université et pour les jeunes professionnels? Comment aborder pratiquement quelques lignes directrices pour commencer dès à présent à s'adapter? Alors, pour moi, une très très bonne manière c'est déjà d'avoir des compétences manuelles. Puisqu'en fait, vu que l'hypercomplexité de la société qui nous permet d'être hyper spécialisés, ça va descendre, il va falloir réapprendre à bricoler un vélo, une chaudière, à faire pousser des légumes, enfin... Et en tout cas, il faudra avoir des compétences manuelles. Voilà, je vous encourage vivement à faire ça. Deuxième chose, je vous encourage à quitter les villes, puisque les villes sont des zones géographiques d'hypercomplexité. Une ville, par exemple, j'ai surtout des références là-dessus, qui sont françaises, excusez-moi, parce que je suis français, donc j'ai d'autres réfléchir. Une ville, par exemple, comme Annecy, elle est toute seule, elle a une empreinte écologique de la taille du département de la Haute-Savoie. Donc, il est évident que si on veut maintenir la ville d'Annecy, il faut soit enlever toute la population qui n'est pas d'Annecy, mais ils vont peut-être pas être d'accord, soit on n'arrivera pas à maintenir Annecy. Ce qui, on va peut-être faire un peu des deux. Mais en tout cas, pour moi, l'habitat en ville étant une zone géographique d'hypercomplexité, je pense que les choses vont très mal se passer. Donc je vous encourage vivement à prévoir un plan de logement de repli. Moi, une fois, j'ai fait cette présentation à des amis qui sont libanais, donc eux, ils ont été vivants, ils ont connu la guerre, et donc eux, les fondements de la société, ça fait doucement rigoler, parce que pour eux, c'est un peu le quotidien. Mais en fait, quand j'aurais expliqué l'avenir planétaire, la première chose qu'ils ont fait, donc ils sont sur Paris, ils sont soulignés que voilà, on va dire qu'ils sont pauvres, parce qu'à Paris, la vie est très chère. Tout ce qu'ils ont fait, ils sont allés en Picardie, ils sont achetés un terrain agricole et ils ont commencé à construire une cabane en Romain. Et puis, ils m'ont appelé, mais le lendemain, quoi. J'aurais parlé de ça un soir, comme ça, en buvant des canons. Et puis, le lendemain matin, à 6h, ils avaient acheté le terrain agricole, ils prenaient le camp, ils allaient couper les rondins pour poser, quoi. Et là, j'ai dit, eux, ils savent, quoi. Eux, ils savent que, voilà, il faut faire les choses, quoi. Il ne faut pas juste être atterré ou sidéré en disant « Oh mon Dieu, qu'est-ce que je vais devenir ?» Voilà, il faut se prendre en main. Et se prendre en main, c'est d'abord être manuel. Alors moi, je suis ingénieur, mais je suis d'abord chauffagiste, électricien et ouvreur. Donc moi, ma maison, je l'ai ratapée, j'ai refait ma clôture, j'ai fait mon système de chauffage, j'ai fait mon système électrique. Et en gros, si vous construisez une maison, je suis capable de construire une maison. Je suis beaucoup plus fier de ça que de diplôme d'ingénieur. Même si, à l'heure actuelle, dans la société, les gens, on préfère que j'en parle de mes diplômes d'ingénieur, mais moi, j'en ai rien à foutre, parce que je sais que dans 20 ans, c'est pas ça qui me sera utile. Donc, voilà, soyez manuels et prévoyez des plans B, même si c'est des petits plans B, mais voilà, prévoyez-les et en dehors des zones d'hypercomplexité. Ce que j'ai compris de votre présentation ici, c'est que l'effondrement sera vraiment violent. Il sera vraiment violent s'il y a beaucoup d'inégalités. Et en fait, il y a beaucoup d'inégalités et on fait absolument rien pour l'instant pour essayer de contrer ces inégalités. Et ça, on ne peut pas le faire nous-mêmes
en plantant des radis ou des choses comme ça. Il faut que ça vienne de plus haut, il faut que ça vienne des institutions politiques, etc. Alors j'ai compris qu'aujourd'hui, c'est un peu naïf et stupide de les pousser à faire une transition écologique, à mettre des éoliennes partout. Mais qu'est-ce qu'il faut faire du coup? Il faut, enfin, je sais pas, faut détruire le système actuel. Comment est-ce qu'on les pousse à réduire les inégalités? Est-ce que du coup on accepte que dans 10 ans, 20 ans, on a encore de plus en plus de gens qui meurent dans la Méditerranée à cause de ce qui se passe? Enfin, quoi faire à ce niveau-là? Parce qu'en plus, je pense qu'on a une responsabilité venant des pays les plus riches. Enfin, vous dites qu'on est les 10% les plus riches, que pour nous ça va aller bien, mais ça aussi c'est un peu anxiogène. C'est de se dire, ok, nous ça va bien, mais il y a des Tchadiens qui meurent, quoi, à cause, je sais pas, moi, à cause du travail que je fais, à cause de mon niveau de vie. Donc voilà, qu'est-ce qu'on fait à ce niveau-là? Oui, alors effectivement, c'est ça qui est compliqué, c'est qu'il faudrait avoir une réponse sociale pour préparer l'effondrement. Le problème, c'est que les responsables politiques, moi j'en ai déjà invité à ma conférence, donc déjà ils ne viennent pas. C'est compliqué de leur parler. Et puis ceux qui viennent, en fait, assez rapidement, ils monopolisent le micro en disant ah, c'est génial, on va déployer des panneaux solaires partout. Et donc, ouais, moi, je leur dis que ça ne sert à rien parce qu'en fait, on va que maintenir le système et donc on va faire encore plus de. Enfin, voilà, on va faire encore plus d'effet d'arène rouge. Et puis là, ils disent oui, mais vous êtes théologien. Alors, moi qui suis athée convaincu depuis l'âge de 5 ans, honnêtement, j'ai quand même trouvé ça fort café. Et en fait, le problème, c'est que je pense que les hommes politiques, ils se prennent un peu pour les sauveurs, quoi. C'est vrai que je pense qu'il y a une forte implication personnelle de tout homme politique, parce qu'il pense qu'il a les solutions pour sauver l'humanité. Et en fait, quand on lui explique que c'est foutu, que c'est un point que c'est foutu, que toutes les preuves scientifiques sont là, il est incapable d'y faire face. Bon, déjà, donc voilà, les hommes politiques ne viennent pas aux conférences, et deux, les rares qui viennent, psychologiquement, ça leur met une claque, quoi, et ils sont capables d'y faire face. Donc, quoi faire face à ça? Je ne sais pas. Engagement politique, quoi. Maintenant que vous êtes venus, donc a priori, c'est psychologiquement, vous avez déjà fait les démarches de venir. Donc, vous êtes déjà un peu plus apte que les hommes politiques à faire des choses. Engagement politique pour faire bouger les choses. Ça, c'est les politiciens de tous bords. Enfin, ceux qui viennent. Enfin, c'est les politiciens de tous bords. Par exemple, il y a des écologistes, non? Enfin, les écologistes aussi, vous pensez qu'ils sont un peu dans leur idéologie, et puis, ils vous croient pas. Oui. Okay. Et les écologistes sont encore pires parce que eux, ils sont persuadés de sauver le monde avec la transition énergétique. Et quand je leur explique en fait les panneaux photovoltaïques, que ça ne fera jamais, et puis que l'émission c'est les banques mondiales, Science, Nature, ça les tue. Encore, je dirais, on va dire, pour utiliser les termes de classification habituels, les gens de droite qui eux, moralement, ont beaucoup moins de difficultés avec les inégalités. Moi, je leur dis que les inégalités vont augmenter, c'est déjà moins ils ont. Mais quelque part, les gens de droite ont plus de facilité à se projeter dans un avenir d'effondrement que les gens de gauche. Alors, en fait, ça devrait être l'inverse, vu qu'on veut du sociétal. Donc, on voit bien qu'on a un problème de la capacité des politiques, en fonction de leur idéologie, à recevoir le message, n'est pas du tout en accord avec la politique qui devrait être mise en place. Quoi faire face à ça? Honnêtement, j'en sais rien. J'en sais rien. Moi, ça me dépasse un peu. J'ai une question. Vous avez parlé d'effondrement progressif. Est-ce qu'il n'y aura pas un événement de type majeur, type crise financière, avec un scénario style Grande Dépression? Alors, c'est possible. C'est possible, mais déjà la crise de 2008, elle était quand même assez violente. Hein. Je crois que les économistes ont dit que la crise de 2008 a atteint le niveau de la Grande Dépression de 1929. Et pourtant, moi, ça n'a pas beaucoup changé mon quotidien. Donc oui, il y aura des événements qui sont plus importants que d'autres, mais il n'y a rien qui fera comme dans Hollywood, où du jour au lendemain, comme je sais pas, le jour d'après, paf, ça y est, ça arrive, il y a une grosse anticyclone polaire qui... Non, ça non. Il y aura des événements qu'à un moment donné, vous allez pouvoir qualifier de sociaux, parce que vous et votre environnement social, vous allez être tous impactés par ça. Mais quelque part, cette grosse crise que vous allez qualifier de sociale,
ce sera peut-être pas une crise sociale, je sais pas, pour l'Autrichien, ou pour le Tchèque, ou pour le Chinois, ou pour le Turc, ou je ne sais qui. Donc, moi, comme moi, je m'appuie uniquement sur les données à l'échelle planétaire, je ne pense pas qu'il y aura un événement à l'échelle planétaire qui impactera tout le monde au même moment. Je pense qu'après, chacun va vouloir voir qu'un tel événement était le grand effondrement. C'est marrant parce qu'entre spécialistes, entre gens qui sont bien amateurs de l'effondrement, on a tous notre événement préféré. Alors moi, mon événement préféré, c'est le pic de pétrole 2006, parce que moi, j'ai une vision énergétique des choses, physicienne. Mais après, j'ai des amis qui viennent qui sont plus par l'aspect humain ou par l'aspect écologique. Et donc, ils vont dire, mais l'effondrement, c'est quand le jour de dépassement est arrivé avant le 31 décembre, t'es con, c'était en 84, c'est pas du tout en 2006, et en fait, voilà, effectivement, il va y avoir comme ça des grandes choses, mais il y aura, à mon avis, rien de planétaire. Bonsoir, tout d'abord merci pour la conférence. J'avais une question, puisqu'en fait aujourd'hui si nous sommes tous ici, c'est que nous allons investir notre temps pour des études, pour l'avenir, des choses comme ça. Et finalement avec le constat que vous nous amenez ce soir, on se rend compte que tous les modèles actuels vont un peu s'effondrer. Quel serait votre conseil en termes d'investissement pour se prémunir des risques à venir ? Est-ce qu'on serait sur des choses type matière première, ou alors est-ce que même ça, vous pensez que absolument rien n'y fera ? Alors, sur la ressource matérielle, effectivement, les premières réactions, c'est de dire on va s'acheter des lingots d'or, etc. Moi, mon grand-père était banquier, et il a vécu la Deuxième Guerre mondiale, il m'a dit il ne faut pas avoir des lingots quand tu affrontes un événement qui est compliqué socialement. Il vaut mieux avoir des toutes petites pièces en or ou des choses facilement échangeables. En gros, le jour où vous aurez besoin d'acheter une baguette et que vous aurez un lingot, vous allez payer votre baguette avec, puis après vous aurez plus rien. Moi, je préconise un truc, le stylo bic. Le stylo bic, c'est inusable, ça ne coûte rien à l'heure actuelle. Faites-en des stocks, et puis quand les gens ont plus rien pour écrire, vous faites stylo bic qui aura la valeur. Il faut discuter avec des gens qui ont l'habitude de vivre dans les sociétés beaucoup plus pauvres que les nôtres, parce que nous, on est quand même un peu déconnectés de la réalité. Et c'est vrai que quand on va dans des pays qui sont plus pauvres que nous, des cahiers, des stylos, ça a énormément de valeur. Après, une chose qui peut avoir énormément de valeur, c'est d'être un outil solide. Donc, ça va pas être un truc électrique ou électronique, ça va être, je sais pas, une pêche. Moi, à un moment donné, j'envisageais de faire des stocks de pets, de pêche, de pioches, parce que vu que je sais que bientôt, à l'échelle planétaire, d'ici 10 ans ou 20 ans, le système alimentaire va s'effondrer, on va remettre énormément de gens dans les champs. Les gens vont retourner au champ pour ne pas mourir de faim. Et là, ils vont pas traiter la terre avec leurs mains. Et donc, en fait, si vous avez un grand stock de pêche, vous pouvez le louer. Et ça, à mon avis, c'est beaucoup plus intéressant que le lingot d'or. Donc voilà pour ce que vous pouvez stocker chez vous et qui gardera, et qui aura toujours de la valeur. Après, il y a plein d'autres idées. Après, vous pouvez faire des clubs de réflexion, justement, quels sont les outils qui, à l'heure actuelle, nous paraissent sans valeur, mais quand on aura perdu 50% de la richesse mondiale, donc dans 30 ans, qui en auront. Et là, je pense que vous pouvez faire du brainstorming autant que vous voulez. Après, ça c'est pour, je dirais, pour les ressources matérielles que vous pouvez avoir. Après, pour revenir les ressources personnelles, c'est d'être psychologiquement, de vous dire que il y a un gros truc qui se passe sur la planète, mais qu'en fait, pour vous, ça va pas changer demain matin, il faudra quand même se lever pour aller à l'étude ou au boulot, enfin voilà. Votre quotidien, il va pas être chamboulé parce que vous m'avez écouté raconter des trucs
Voilà. Donc, psychologiquement, il faut bien relativiser l'effondrement pour être capable justement d'être réactif, d'être adaptable, et puis d'avoir des compétences communes. Oui. Vous savez que quand on regarde avant l'entrée de la révolution industrielle, donc avant 1800, on était dans l'ère féodale. Les États-nations, par exemple, se sont créés j'espère qu'il n'y a pas des grands historiens, parce que c'est une spécialité, mais il me semble en 1500-1600, donc à l'échelle européenne, voire après, l'Italie, c'est en 1860, c'est l'année dernière. Donc, on va revenir comme. Et l'ère féodale, qu'est-ce que c'était? C'était l'ère des villes. C'était les villes, l'entité sociale qui structurait les gens, pas les États-nations. Donc, oui, a priori, on va revenir à ça. Pour la simple bonne raison que maintenir une ossature d'État-nation à plusieurs dizaines de millions de personnes, ça demande énormément d'énergie, énormément de ressources. Donc, en fait, il n'y a qu'une société très très riche qui peut faire ça. Et comme on va perdre en richesse, il est à craindre qu'on perde nos moyens de maintenir les grands États sociétaux. Bonjour, j'ai deux questions. Alors d'abord, c'est pour la grève du climat en Suisse. C'est un grand mouvement qui est là depuis janvier. Et donc, je voulais savoir, au niveau politique, ce que vous pensez, quel impact la grève pourrait avoir. Et ma deuxième question, c'est si vous pensez que la désobéissance civile est un moyen de lutter contre les politiques capitalistes, pour lutter contre les inégalités. Alors, la grève du climat, moi j'adore, parce que je forme les étudiants à l'effondrement du problème climatique. Donc la grève du climat, c'est juste le combo parfait, quoi. Donc voilà, en tant que formateur à la fois sur les enjeux climatiques et à la fois sur les problématiques d'effondrement de la société, je peux vous encourager à faire grève pour le climat tous les jours. Après, politiquement, est-ce que ça aurait une portée? Encore une fois, on est quand même dans un système qui est au maximum de sa richesse, donc, qui est au maximum de son inertie, de j'ai pas envie de changer, ensuite, je connais pas très bien les hommes politiques, mais en France, quand on regarde les hommes politiques, c'est juste une catastrophe, quoi. C'est que des vieux, blancs, masculins, ils sortent tous, ils ont tous plus 5, plus 6, ouais, il y en a aucun qui a jamais travaillé de sa vie. Donc, je veux dire, qu'est-ce que vous voulez faire avec des gens comme ça? Rien. Donc, politiquement, je pense que là, on est face quand même à une inertie des institutions qui ne va pas changer du jour au lendemain. Après, c'est souvent ce que je dis à mes élèves quand je leur dis « punissez vos parents ». Faites culpabiliser vos parents. Et alors ça marche très bien. Ça marche très bien parce qu'un parent, quand son enfant lui dit « Ah, papa, maman, mais t'as ruiné ma vie, merci ». Alors ça, je peux lui dire, ça marche très très bien. Et si le parent a un poste, parce que généralement nos parents, ils ont un certain âge, donc ils sont dans des grands postes, des grands postes, c'est pas Bill Gates, mais ils ont plus de pouvoir que l'agriculteur tchadien, quoi. Si vous arrivez à les faire culpabiliser et donc à les faire profondément changer leur vision des choses, là, vous aurez un impact politique, en tout cas sociétal. Et la deuxième question? C'est pour la désobéissance civile. Ah oui, la désobéissance civile, oui, bien sûr. Oui, parce qu'on est dans une société qui est en train de... comme le dit très très bien Greta Thunberg, vous êtes dans une société qui est en train de vous enlever votre avenir. Donc, la question n'est pas pourquoi lui désobéir, la question est pourquoi lui obéir, en fait. Pour moi, la désobéissance civile
une nécessité au niveau où on est. J'ai une question un petit peu plus technique, parce que vous êtes spécialiste pompe à chaleur. Est-ce qu'on peut vraiment justifier même des COP misérables de 5 quand tout se passe bien par rapport à par exemple un système solaire thermique à thermosiphon qui produit de la chaleur sans apport électrique? On en discutait tout à l'heure parce que la discussion vous êtes un peu loin. L'énergie, ça dépend de ce qu'on en fait. Donc, Bonjour. Merci encore pour cette conférence assez anxiogène, je dirais. Moi, j'avais une question. Donc, vous avez présenté l'effondrement comme un processus qui va prendre plusieurs décennies et qui va avoir un impact sur tous les plans, et notamment le plan institutionnel. Donc, ce que je comprends, c'est que, ma question c'est ça, est-ce que vous pensez que ça va donc mener vers une anarchie, vers un pouvoir qui de base, on va dire, central, qui est totalement décentralisé, et que ça serait, on serait dans des petites sociétés un peu disloquées et qu'on essaierait de survivre par nous-mêmes? Ou alors vous pensez que ça peut mener à l'inverse, à des régimes très autoritaires, voire totalitaires, et qui essaieraient de canaliser en fait tous ces problèmes par des moyens qui sont, je pense, pas très raisonnables ni moraux. Donc, qu'est-ce que vous en pensez? Alors moi je pense qu'il y aura un peu des deux, parce que comme l'avenir est imprévisible, en fait, soit un système donc, très hiérarchique, parce que c'est l'inverse de anarchique, parce que l'anarchie n'est pas l'absence de loi, en fait, c'est juste une organisation complètement horizontale. Et effectivement, soit vous êtes dans un système qui sera complètement hiérarchique, donc avec quelqu'un qui a tous les pouvoirs en haut et puis tout le monde qui l'oublie, ce qui va être une très très bonne manière de canaliser les gens et puis de les contraindre par des moyens coercitifs à se comporter écologiquement le mieux possible. Donc effectivement, on peut très bien basculer dans des idées d'éco-totalitarisme, etc. Soit vous allez avoir des sociétés complètement anarchiques, donc avec une organisation complètement horizontale, ou un mix des deux, en fait. D'un point de vue physique, en fait, ce qui va se passer, c'est que, en fait, comme c'est une problématique d'échelle. À l'heure actuelle, on est dans un système de société qui est au niveau mondial. Puisqu'à l'heure actuelle, dans la société thermo-industrielle, il y a à peu près 2 milliards, ça dépend comment on compte, on va dire entre 1,5 milliard et 2,5 milliards de personnes. Et en gros, tout le monde a le même régime politique, on va dire, donc démocratique et industriel, avec la liberté de consommer tout ce qui est. En fait, comme on va perdre la capacité de maintenir la taille de cette société-là, on va se retrouver avec plein de petites sociétés. Et donc, en fait, il va y avoir des laboratoires d'expérimentation sociale et politique un peu partout. Et donc, vous allez avoir une diversité des représentations politiques qui, à mon avis, si vous êtes un peu curieux, qui va être beaucoup plus intéressante que maintenant. Et donc, il y aura un peu de tout. Parce que l'échelle de la structure sociétale va être beaucoup plus petite, donc il y aura beaucoup plus de groupes, donc il y aura beaucoup plus de diversité. Bonjour. J'ai une question qui vaudra que si j'ai bien compris ce que vous avez dit. Donc si j'ai bien compris, vous avez parlé de l'effondrement de l'Empire romain, vous avez dit que ça a pris environ 150 ans. Et ensuite, vous avez dit que c'était une petite société comparée à nous, en tout cas. Et que nous, du coup, ça pourrait même mettre plusieurs siècles. Et je comprends pas la logique parce que je suppose qu'ils étaient moins complètement interconnectés que notre société. Et puis, je suppose que les gens, individuellement, savaient mieux survivre par eux-mêmes. Et du coup, je me dis que s'il y a un effondrement dans notre société, logiquement, ça devrait aller beaucoup plus vite. Surtout, par exemple, si on pense dans les villes aux gens qui savent pas du tout survivre par eux-mêmes.
Du coup, je comprends pas pourquoi vous avez dit que vous avez parlé de plusieurs siècles après avoir comparé avec l'Empire romain. Alors, tout simplement pour une problématique d'inertie liée, une problématique d'inertie en fait. Vu que nous on a une inertie qui est beaucoup plus importante que l'Empire romain, forcément on va mettre beaucoup plus de temps à s'arrêter. Mais effectivement, comme on a des problématiques d'hyper-complexification, il va y avoir des épisodes d'effondrement. Alors, dans le milieu urbain, je pense que c'est un très bon exemple, où là, en peut-être quelques mois, peut-être quelques années, vous allez peut-être avoir des villes qui vont être complètement ravagées. Mais la société thermo-industrielle qui, à l'heure actuelle, fait quand même pas loin de 8 ans de pays et de 2,5 millions d'individus, avant qu'elle ait complètement disparu à la surface de la Terre, la dernière trace, elle va mettre énormément de temps à disparaître, parce que cette société est énorme. Par contre, effectivement, dans des lieux d'hypercomplexité, là, vous pouvez avoir un effondrement local très rapide et très violent. Donc, effectivement, ça dépend. Quel est le point de vue ? Ça dépend si on parle d'un point de vue planétaire, d'un point de vue de la société thermo-industrielle à l'échelle mondiale, ou si on parle de telle et telle ville. Si on parle d'un point de vue planétaire, ça va mettre quelques siècles avant que le dernier bastion ait disparu. Si on parle à l'échelle d'une ville, effectivement, ça peut être très très rapide. Donc, ça vient de durer 2 heures. Est-ce que je garde des questions ou vous pouvez venir te voir, Adrien, parler personnellement? Qu'est-ce que tu préfères? Oui, je ne sais pas, comme vous voulez. Je suis pas... En fait, c'est en lien avec la question qui vient d'être posée. Quand vous parlez de 5 à 10 ans pour nous, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qui va arriver dans 5 à 10 ans? Enfin, vous pouvez pas prédire l'avenir, mais... Alors, dans 5 à 10 ans, moi, ce qui m'inquiète beaucoup, c'est l'approvisionnement pétrolier. En fait. Parce que moi, j'ai une vision très physique des choses, et la première ressource, c'est la ressource énergétique, et la première ressource énergétique, c'est le pétrole. Et en fait, à l'heure actuelle, quand on regarde le marché pétrolier mondial, il est extrêmement fragile, puisqu'en fait, la croissance de la production pétrolière mondiale repose sur un quart des champs de pétrole de schiste aux États-Unis et le sable bitumineux au Canada. Tout le reste de la planète, en termes de production pétrolière, est à la baisse. Et en fait, par contre, le pétrole, vu qu'il crée physiquement toute l'activité industrielle, de transport, etc., quand le pétrole tousse, l'économie mondiale s'en remet. Donc, et en fait, ce pic de production de pétrole de schiste aux États-Unis, le gouvernement américain il avait estimé entre 2018 et 2020. Donc il va bientôt arriver. Et quand il va arriver, 2 ans plus tard, il y aura une méchante crise financière qui, a priori, sera plus grosse que celle de 2008. Plus grosse de combien? Je ne sais pas. C'est ça dont je parle. C'est-à-dire que là, il va y avoir un truc où normalement tout le monde à peu près devrait se rendre compte qu'il se passe quelque chose. Mais est-ce que. Ça ne veut pas dire que tout le monde va. Que tous les emplois du monde vont être supprimés du jour au lendemain. Loin de là. Voilà. C'est juste que tout le monde, je pense que là, il y aura un signal comme suffisamment fort pour que tout le monde l'entende. Mais alors, qu'est-ce que ça. Comment traduire ça chez nous, enfin en tout cas chez moi, à mon niveau, dans mon métier d'ingénieur de l'énergie à Genève, honnêtement, j'en sais rien, il y a beaucoup de trucs par mettre. Mais voilà, il risque d'y avoir un événement dont tout le monde n'entend pas. Ça va être la dernière question. Après, vous allez pouvoir nous parler individuellement. Autrement que acheter des stylos Bic, qu'est-ce que concrètement on peut faire au niveau politique
quel est le combat politique à mener aujourd'hui, pas dans 10 ans, pas dans 5 ans, pour, je dirais pas inverser la tendance puisque c'est pas possible, mais améliorer les choses concrètement. Il y a un combat politique à mener, lequel? La grève du climat par exemple, la désobéissance civique, mais pourquoi? Pour quel système? Pas des panneaux solaires non plus, apparemment. Qu'est-ce qu'il faut? Enfin, selon vous, je pense pas que la réponse... Alors pour moi, la seule réponse politique, ce serait l'écologie, puisqu'en fait, normalement, l'écologie devrait structurer tous les courants politiques, que ce soit les courants politiques de droite, de gauche, parce que l'écologie, c'est vraiment quelque part notre survie qui est en jeu. Donc, voilà, j'ai envie de dire l'écologie, mais pas l'écologie naïve avec des voitures Tesla et puis des champs d'éoliennes partout. Non, l'écologie beaucoup plus basique, quoi, beaucoup plus fonctionnelle. Alors moi, personnellement, je fais partie du mouvement politique de la décroissance en France. On fait à peu près 0,5% de vote à chaque élection. Pourtant, d'un point de vue physique, je sais que j'ai raison. Mais c'est pas parce que j'ai raison d'un point de vue physique que je suis capable de convaincre les gens de voter pour moi, loin de là, puisqu'en fait, ils préfèrent voter pour des gens qui leur font de belles promesses. Donc politiquement, voilà, l'écologie. Après, au-delà de ça, honnêtement, tout peut arriver. Donc, ouais, suivez votre... Ah si, il y a un truc qui m'énerve, c'est que chacun a envie de créer son petit courant. C'est-à-dire que moi, c'est un truc que je vois beaucoup, alors surtout dans l'extrême gauche, c'est qu'il y a autant de courants de la décroissance qu'il y a de personnes à la décroissance. Donc il y en a à peu près 150 en France, parce qu'il y a à peu près 150 personnes. C'est assez minable. Mais en fait, une des choses à faire, c'est d'être un suiveur. Alors moi, c'est une des choses que j'apprends à mes étudiants quand je les apprends à faire des projets. Et quand à un moment donné, ils ont une prise de décision à faire sur un projet, et ils ne savent pas quel projet suivre, parce qu'il y a plein de projets qui ont tous des avantages et des inconvénients. Et à un moment donné, ils ont tous envie de dire « Ah, mais moi, j'aurais bien envie de porter mon projet, j'aurais bien envie d'être leader, d'être meneur de mon projet, puis moi aussi, puis moi aussi, puis moi aussi. » Et puis je leur dis « Ouais, mais mec, ouais, si vous êtes tous meneurs, il n'y a pas de groupe de travail, il n'y a pas de projet, quoi. Il n'y a rien qui va se faire. » Donc, à un moment donné, en fait, peut-être le rôle social, parce que derrière la politique, il y a toujours la société, peut-être que le rôle social le plus intéressant, c'est pas d'être leader, c'est d'être le premier suiveur. Parce qu'en fait, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez créer un mouvement social. C'est une vidéo que je passe qui est très très marrante, c'est un festival techno, vous voyez un jeune, un jeune, un peu très jeune, plus jeune que moi. Et un jeune qui danse un peu n'importe comment, et puis tout le monde se fout plus ou moins de sa gueule. Et à un moment donné, il y a une personne qui vient danser avec lui. Et là, en fait, le regard du public change. Il passait du loser qui dansait tout seul comme un gros con à « Oh putain, il est en train de créer un truc ». Et après, il y a un mouvement d'agrégation sociale, et après, il y a le deuxième suiveur qui vient, le troisième, le quatrième. Et en fait, celui qui crée le mouvement, c'est le premier suiveur. C'est pas le meneur, en fait. Donc, voilà. Politiquement, je sais pas très très bien comment vous répondre. Par contre, socialement, j'aurais plutôt envie de vous dire, au lieu de chercher toujours à être des meneurs, cherchez à être le premier suiveur pour structurer des mouvements sociaux.